Voilà, les anciennes frontières du Moyen-Orient ont vécu. C'est la conclusion de ce film à revoir, bien sûr, comme toujours, pendant 7 jours sur Arte+7. Et un film que nous avons regardé en votre compagnie, Jean-Paul Chagnollaud. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Théma ce soir. Je rappelle que vous dirigez l'Institut de recherche sur le Moyen-Orient, IREMO, et que vous êtes le co-auteur de cet atlas passionnant du Moyen-Orient, publié chez Autrement. Alors, réinventer de nouvelles frontières dans cette région du monde, ça tombe bien, c'est votre credo depuis déjà très longtemps, je crois. Qui doit le faire? Est-ce que ce sont les Français et les Anglais, parce qu'ils ont cette culpabilité-là aujourd'hui? Qui doit le faire? Quand et comment? Je crois que les choses sont simples. Quand on évoque Sykes-Picot, comme c'est le cœur du film qu'on vient de voir, on était dans une imposition de frontières par des acteurs extérieurs. Donc des logiques coloniales, des logiques impériales au détriment de ce que voulaient les peuples. Et donc c'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il faut écouter, entendre ce que les uns et les autres, les peuples de cette région veulent. Et je prendrai 2 exemples pour être très simple. Le premier, c'est évidemment les Palestiniens qui veulent un État. Et les frontières, jusqu'à maintenant, ont été tracées de telle façon qu'ils sont sous occupation, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un État. Et dans des conditions beaucoup plus difficiles sur lesquelles on peut revenir, c'est les Kurdes, en tout cas les Kurdes d'Irak. Donc on a là 2 peuples auxquels, à l'époque, on avait refusé des États, tandis que d'autres, les États qu'on avait dessinés, c'était des États où il n'y avait pas vraiment de nation. Donc on est dans ces contradictions, État sans nation, nation sans État. Voilà, on est au fond un siècle après, d'une certaine manière, avec bien d'autres éléments, dans une situation, disons, qui est la poursuite de tout cela. On est face à ce constat-là, on ne voit pas très bien comment il sera résolu. Vous citiez l'exemple palestinien, on voit bien que ça fait des années qu'on n'y arrive pas. On va en parler dans quelques secondes, mais d'abord vous avez parlé du Kurdistan. Est-ce que vous avez la certitude que forcément aujourd'hui le Kurdistan verra le jour ? Je n'ai aucune certitude, sauf que si on prend l'époque justement de Sykes-Picot, on avait abouti à un traité qui donnait naissance, sur le papier, à un État kurde, en gros dans le nord de l'Irak actuel et un peu en Turquie. Les circonstances militaires de l'époque ont balayé tout ça. Donc il n'y a pas eu d'État kurde. Aujourd'hui, nous avons des Kurdes en Turquie, des Turcs en Syrie, des Turcs en Irak, en Iran aussi, mais avec des histoires différentes. Mais vous y croyez, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui ? En ce qui concerne les Kurdes d'Irak, ils le veulent. C'est-à-dire qu'il est clair qu'ils veulent un État. Ils le veulent. Est-ce qu'on les laissera faire ? Est-ce que la communauté internationale poussera pour le faire ? C'est un rapport de force. Et à mon avis, à un moment donné, les Kurdes, les dirigeants kurdes, avec un référendum qui, à mon avis, aura lieu bientôt pour que, justement, le peuple kurde s'exprime en faveur d'un État, la question pour les dirigeants kurdes, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir le proclamer ? Est-ce qu'ils auront des soutiens ? Est-ce qu'il y aura au contraire des oppositions ? Ça, c'est vraiment la question d'un risque politique qu'il faudra prendre le moment venu. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il est bien clair qu'il faudra trouver une formule. Et quand on dit frontière, on peut aussi imaginer d'autres formules politiques sur le plan constitutionnel et faire en sorte, par exemple, que si on ne veut pas briser l'Irak tel qu'il est aujourd'hui, on peut imaginer un Irak véritablement fédéral. Mais j'y crois pas non plus trop. Donc c'est effectivement une possibilité qu'il y ait un État à venir, un État kurde. Vous m'avez dit, pour préparer cette émission, l'Irak aujourd'hui déjà n'existe plus. Oui, de facto, bien sûr. C'est pour ça, si vous voulez, d'un point de vue théorique, ou bien on imagine de réintégrer les différents éléments de l'Irak dans un système vraiment fédéral, il est déjà fédéral, mais ça ne fonctionne pas. Et l'autre solution, c'est quoi ? C'est effectivement de séparer les Kurdes des autres et faire un État kurde. C'est ça. Et à mon avis, c'est plutôt dans cette direction qu'on va aller. Et donc, mais il faut que les conditions politiques soient réunies et il faut aussi que les dirigeants kurdes osent, à un moment donné, poser le problème comme ça. Pour l'instant, on est encore dans de multiples ambiguïtés parce qu'évidemment, il y a un contexte très difficile. Alors, je sais que vous êtes un universitaire sérieux et rigoureux, mais enfin, mouillez-vous un peu. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que dans les années à venir, il n'y aura plus d'Irak, il n'y aura plus de Syrie, mais il y aura un Kurdistan ? Comment vont se redessiner ces frontières ? Bien vos formules, si vous deviez dessiner l'atlas du Moyen-Orient de demain. Je dirais, je le ferais si j'étais palestinien ou kurde. Mais enfin, pour répondre à votre question, pour me mouiller un peu, pour reprendre votre formule, je pense que la question se pose différemment en Syrie, où on peut réussir, à mon avis, à maintenir une Syrie unifiée. Je pense que c'est impossible pour l'Irak. Voilà non pas ma prédiction, parce qu'évidemment, mais en tout cas mon hypothèse. Je pense que la Syrie peut arriver, par un système politique différent, à réintégrer ce qui est aujourd'hui en train de partir, alors qu'en Irak, ça n'a jamais fonctionné pour des raisons historiques. L'autre guerre dans cette région du monde, c'est bien sûr la guerre entre sunnites et chiites. Elle divise l'islam. Est-ce que là encore, la solution, elle est géographique, territoriale, frontalière ? Je ne crois pas. Je crois que là, prenons l'exemple du Liban, où nous avons musulmans, chrétiens, et avec les différentes, au sein des musulmans, les chiites et les sunnites, au sein des chrétiens, les maronites. C'est d'ailleurs le Liban. Donc, voilà, ça cohabite donc la réponse, c'est essayer de dépasser ces identités fondamentales et premières
pour essayer d'aller vers une citoyenneté. Par exemple, au Liban, il y a déjà quelque chose qui est une vraie libanité. On se sent libanais et en même temps, on se sent maronite. Il y a un sentiment d'appartenance à la nation. Il y a une dialectique compliquée. Donc c'est ça la voie de dépassement de ces conflits. Ça ne peut pas être territorial, d'autant plus que les populations sont assez largement imbriquées. Et même en Irak, entre sunnites et chiites, même s'il y a eu effectivement une domination des uns sur les autres et maintenant des autres sur les uns, les sunnites d'abord, les chiites aujourd'hui, il y a quand même une volonté d'iraquité, si j'ose dire, de nationalité irakienne, d'identité irakienne, qu'il faut essayer de retrouver, ressourcer, et ça ne me paraît pas impossible. Mais alors pour comprendre bien, l'Irak, il existera ou il n'existera plus? Puisqu'il y a 2 minutes, vous avez dit que ça pourrait... Ça sera un Irak différent. Un Irak à mon avis, la partie kurde va un jour ou l'autre devenir indépendante. Je n'en sais rien, mais en tout cas, de facto aujourd'hui. Ce soir. Mais il reste maintenant un pays qui s'appelle l'Irak, mais sans la partie kurde. Mais c'est évidemment très complexe. Dans un instant, on va aller en Palestine pour la fin de cette théma spécial Moyen-Orient. Il y a la France qui essaye de reprendre la main, la voie diplomatique, avec cette grande conférence internationale qui devrait se tenir à Paris. C'est perdu d'avance ? Ce sera très difficile, mais c'est absolument nécessaire de tenter quelque chose, parce que là, pour le coup, il est impératif de séparer Israéliens et Palestiniens et créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël, avec Jérusalem comme capitale est pour les Palestiniens, ouest pour les Israéliens. Et ça aurait des résultats et des effets et des conséquences très importantes en termes d'apaisement. Il suffit de réfléchir à ce que pourrait être un règlement du conflit israélo-palestinien pour voir l'impact que ça pourrait avoir, aussi bien dans la région qu'en Europe ou en France. Ouais. Donc vraiment, et ça, c'est à mon avis possible, parce qu'on a pas mal de clés. Et l'initiative française, elle tente à nouveau d'essayer d'aller dans cette direction. On a échoué depuis 25 ans. Ce n'est pas parce qu'on a échoué depuis 25 ans qu'il faut pour autant abandonner. Au contraire. La France prend le relais des États-Unis dans cette histoire pour retrouver un peu de puissance, pour redorer son blason. Prend une initiative qui me paraît nécessaire parce qu'il y a une défaillance des Européens. Et donc, elle essaie de prendre cette place que les Européens devraient occuper et ne le font pas. Quant aux Américains, ils ont toujours été, disons, dans une partialité qui a fait que ça a échoué. Mais en même temps, une telle initiative française ne peut pas fonctionner si les Américains ne la soutiennent pas. Et ça, c'est un des grands enjeux des semaines à venir ou des mois à venir, dans ce court moment où Obama est encore à la Maison-Blanche. Ça veut dire qu'on attend l'après-Obama ? Non, je pense que c'est maintenant que ça se joue, un peu comme à l'époque des accords de Camp David. C'était à la fin du mandat de Clinton, entre juillet et décembre. C'est là que les Américains peuvent bouger. Après, je ne sais pas qui il y aura comme président, personne ne le sait. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment... Il y a une fenêtre d'opportunité, mais elle est évidemment extrêmement étroite. Alors, c'est une initiative diplomatique dont on nous dit qu'elle va se jouer en 2 temps. D'abord, une grande conférence à Paris, à laquelle ne participeront pas l'Israël et la Palestine. C'est un peu bizarre comme procédé, non ? Au contraire, parce que je pense que les leaderships palestiniens et israéliens sont incapables de se mettre d'accord pour plein de raisons, et ne serait-ce que parce qu'il y a une asymétrie entre Israéliens et Palestiniens, et puis ils sont divisés, enfin bref, on ne peut pas imaginer que les acteurs eux-mêmes puissent aboutir à quoi que ce soit. Donc il faut disons, une plateforme de référence que seule la communauté internationale peut mettre sur pied. Par conséquent, il y a d'abord une conférence internationale sans Israéliens et Palestiniens. Ils produiront, en tout cas on peut l'espérer, quelques principes fondamentaux à partir desquels la négociation entre Israéliens et Palestiniens pourra se dérouler avec quelques-uns des États qui ont été au cœur de cette conférence internationale. Ça me paraît une voie intelligente, multilatérale et peut-être prometteuse. Soyons optimistes. Vous avez raison, il faut toujours être optimiste. Depuis des mois, lorsqu'on parle du Moyen-Orient, on parle de la guerre contre Daesh, on ne parle quasiment plus du conflit israélo-palestinien. Est-ce que pour vous, il reste l'épicentre de la région, le problème numéro 1 à régler, à résoudre? Il est absolument central. Il peut y avoir évidemment Daesh, c'est presque secondaire à vos yeux dans cette région du monde? Non, Daesh, c'est extrêmement important, mais au regard de l'histoire, puisqu'on partait de Sykes-Picot, ça fait un siècle que l'on dénie aux Palestiniens le droit à un État. Je crois qu'il est temps qu'ils en aient un. Par conséquent, bien sûr, ça reste une question absolument centrale, qui aura des conséquences très positives si on arrive un jour enfin à le régler. Daesh, ça peut durer un siècle aussi? Non, je ne pense pas. Je pense que les contradictions sont de nature différente et que s'il y a une vraie stratégie internationale, s'il y a moins de contradictions telles qu'on les voit aujourd'hui, on peut penser qu'il sera réduit ou en tout cas déporté sur d'autres régions. À quel horizon, là encore? Mouillez-vous? Franchement, se mouiller n'a pas de sens parce que là, si je me mouille, je m'engloutis. Personne ne peut le dire. En tout cas, c'est une affaire de plusieurs années à coup sûr. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolos. C'était tout à fait passionnant. Je rappelle qu'il faut absolument, si l'on s'intéresse à cette région du monde, se procurer votre atlas du Moyen-Orient, dont vous êtes le co-auteur et qui est publié chez Autrement. Merci d'avoir été ce soir l'invité de Théma. Et donc, on l'aura compris, dans un instant, on va prendre la direction de la Palestine. Restez avec nous, à tout de suite.